Bonjour à toutes et à tous. Nous tenons à remercier tout d'abord les organisateurs de ce Café Pur, notamment les éditions Presse universitaire de Rennes, Madame Sylvie Servoise, dans l'ouvrage Enfance dystopique, roman et récit au XXe et XXIe siècle, fera l'objet de nos échanges aujourd'hui. Madame Sylvie Servoise est professeure de littérature française et comparée à Le Mans Université. Elle est directrice du laboratoire de recherche, le 3LM, langue, littérature et linguistique des universités du Mans et d'Angers, cofondatrice des éditions Raison publique et est également rédactrice en chef de la revue Raison publique. Ses thèmes de recherche s'articulent autour des notions de l'engagement en littérature au XXe et au XXIe siècle, les rapports entre littérature et politique. Elle a travaillé notamment sur les récits fictionnels, porteurs de mémoire et d'histoire, mais aussi sur les représentations de l'enfance dans les récits romanesques. Elle a publié le roman Face à l'histoire, la littérature engagée en France et en Italie dans la seconde moitié du XXe siècle, Démocratie et roman, exploration littéraire de la crise de la représentation au XXIe siècle, la littérature engagée, et à la même année, donc en 2023, paraît l'ouvrage collectif Enfance dystopique, représentation de l'enfant et de l'enfance dans les récits dystopiques des XXe et XXIe siècles aux presses universitaires de Rennes. Madame Servoise, cet ouvrage est le fruit d'un travail collaboratif que vous avez dirigé, d'abord sous la forme d'un colloque international qui a eu lieu en juin 2019 au Mans Université. Rappelant que la dystopie, selon la définition reprise de votre ouvrage, est un récit de fiction qui décrit un monde apocalyptique, un monde sombre où l'homme doit survivre face à des régimes totalitaires, limitant tout exercice de liberté individuelle. C'est un genre que l'on peut retrouver au cinéma, à la télévision, en bande dessinée, et qui a de nombreux adeptes. Quelques célèbres récits dystopiques, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, La Servante écarlate de Margaret Atwood et Hunger Games, Walking Dead ou Divergente. La dystopie romanesque, c'est ce qui vous a intéressé dans l'élaboration de cet ouvrage. Pourquoi cette thématique et pourquoi l'associer à l'enfance ? Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce Café Pur. Et puis, je tiens à remercier le public et aussi les étudiants ici présents qui se sont dévoués pour lire le résultat de ces réflexions qui, j'insiste, c'est un ouvrage collectif qui est issu d'un colloque qu'on a fait ici au Mans en 2019 déjà. C'était avant le Covid, etc. Donc, ça a mis un petit peu de temps aussi pour récupérer les articles et voilà, et la publication. Je suis très contente d'ailleurs du résultat effectué par les Purs. Je trouve que c'est même physiquement, c'est un bel ouvrage aussi. Et comme je n'y suis pour rien, je le dis d'autant plus volontiers. Donc oui, donc c'est un ouvrage collectif et ça me semble important d'insister là-dessus, puisque l'idée de départ, c'est qu'en effet, la dystopie, c'est un genre à la mode qui a de nombreux adeptes, vous l'avez dit, et que tout le monde connaît à peu près, mais sans forcément avoir une idée très précise de ce que c'est. Quelle différence entre la dystopie et la science-fiction, ou entre les récits post-apocalyptiques. Et donc, il m'a semblé intéressant de reprendre ce genre pour essayer de réfléchir collectivement à ce à quoi il renvoie. L'idée aussi, c'est que précisément, comme c'est un genre qui a du succès et qui en même temps est un genre ancien, parce qu'il remonte quand même au début du XXe siècle, de voir comment un certain nombre de chercheurs qui sont issus aussi de disciplines différentes envisagent cet objet. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la manière dont j'aborde la littérature, c'est de voir comment une œuvre littéraire ou un genre littéraire, en fait, résonne avec des problématiques sociales, historiques, politiques, philosophiques. Et la dystopie se prête particulièrement bien à ça, parce que donc c'est un objet qui, d'un point de vue strictement littéraire, peut poser des questions, d'un point de vue générique. Donc moi, en tant que littéraire, ça m'intéressait. Mais il y a aussi des résonances, évidemment, historiques et politiques, puisque la dystopie, généralement, met en scène un monde qui, en effet, a des traits communs avec les régimes totalitaires passés et les épigones
actuel, ou en tout cas totalitaire, ou en tout cas régime autoritaire. Donc ça renvoie aussi à certains pans de notre histoire et à certaines inquiétudes du présent. Est-ce que de tels régimes peuvent revenir ? Comment est-ce que ça se met en place ? À quel moment on a les indices qui nous mettent en alerte ? Et donc, c'est cette potentialité, en fait, du genre dystopique à s'ouvrir à un grand nombre de questions qui m'a semblé intéressant. J'ai parlé des questions historiques, mais il y a aussi des questions, je dirais, plus générales, puisque souvent, le genre dystopique s'inscrit dans le futur, et donc il y a aussi des questions relatives au danger de la science, même si on sait depuis longtemps que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, là on a quand même des progrès technologiques qui peuvent nous inquiéter, et vous avez beaucoup de dystopies qui mettent en avant ces dérives potentielles de la science et de la technologie. Et donc voilà, c'est aussi cette capacité de la dystopie à brasser plusieurs enjeux contemporains qui me semblaient vraiment importants. Il me semblait important que ce soit aussi un ouvrage collectif, et c'est pour ça que vous avez à la fois des chercheurs en littérature, mais aussi en philosophie qui interviennent, avec à chaque fois des optiques différentes, et qui puisent dans un corpus large. Et puis, je n'oublie pas le deuxième volet de la question, qui était « Pourquoi l'enfance ?» Alors là, il y a à la fois des raisons, je dirais, conjoncturelles et de fond. Conjoncturelles, c'est parce que le colloque s'est tenu dans le cadre des rencontres scientifiques que nous faisons chaque année en lien avec le master littérature de jeunesse qui est porté à l'Université du Mans. Et donc, à la fin de l'année, au mois de juin, quand les étudiants du M1 ont fini de passer leurs examens, juste récompense, on organise un événement scientifique autour des thèmes de la jeunesse. Ça, voilà, c'est l'élément conjoncturel qui a pu justifier l'organisation de ce colloque. Pourquoi travailler plus spécifiquement ? Pourquoi est-ce que j'ai proposé quelque chose sur enfance dystopique ? C'est que, précisément, la dystopie étant un genre à succès, il y a de plus en plus de choses qui se sont écrites sur la dystopie. Et il me semblait qu'il y avait quand même un enjeu important qui était laissé de côté. Donc voilà, c'est le jeu de mots dès l'introduction. Il y a un personnage mineur dans les dystopies, à la fois dans les œuvres littéraires elles-mêmes et dans la manière dont la critique s'en est emparée. Et ce sujet mineur, c'est l'enfant. L'enfant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il joue un rôle essentiel déjà dans le régime qui généralement domine dans la dystopie, le régime totalitaire, généralement accorde une importance cruciale à l'enfant. Comment est-ce qu'on éduque l'homme nouveau ? Comment est-ce qu'on s'assure que chacun reste bien à sa place dans le régime dystopique ? Et donc, il y a une attention particulière liée à l'enfant, à l'embrigadement des enfants. L'idée étant de construire, ça correspond à tous ces idéaux d'hommes ou de femmes nouvelles. Et puis, il y a aussi un élément important qui est que très souvent, les récits dystopiques font de l'enfance et de la naissance un enjeu. Avec toutes les questions liées à l'eugénisme, aux idéologies de la race, etc. Et puis, troisième point, parce que je ne vais pas non plus tout... il y aura peut-être d'autres questions qui me permettront de revenir sur certains points. Enfance dystopique, mettre au cœur l'enfance, c'était aussi l'occasion de parler de la littérature pour la jeunesse, puisqu'en fait, l'ouvrage se concentre à la fois sur des textes qu'on dit de littérature générale, qui mettent en scène des enfants ou des adolescents, mais aussi une littérature spécifiquement adressée aux jeunes. Et on sait bien que la littérature de jeunesse a massivement investi le genre dystopique. Au début de l'ouvrage, on a un premier... Suzanne Robin s'intéresse à la possibilité ou non de la dystopie pour parler d'événements passés terribles, donc notamment la Shoah. Et donc, est-ce que pour vous, la dystopie qui réécrit le passé peut servir d'alerte aux générations futures et donc aux enfants qui liront ces récits
plus qu'un récit testimonial, par exemple. Et donc, quel serait son pouvoir particulier? Alors, merci pour cette question. Donc, en effet, le premier article que j'ai un peu proposé de détacher du reste, c'est une espèce de prologue, c'est l'article de Suzanne Rubin-Souliman, qui prend les choses peut-être un peu à l'envers, puisque elle s'intéresse à un roman de Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance, dans une optique bien précise. Elle dit que, alors elle dit pas qu'il faut écrire des dystopies pour parler des événements du passé et pas notamment de la Shoah. Ce à quoi elle s'intéresse, c'est donc au texte de Perec qui n'a pas directement connu les camps, puisque lui était enfant, il a vécu enfant caché. Par contre, sa mère a été déportée et son père a été tué pendant qu'il était sur le front, au début, avant la débâcle. Et ce que dit ici Suzanne Rubin-Souliman, c'est que pour un enfant qui n'a pas connu les camps et qui donc ne peut pas faire œuvre de témoignage, la seule manière de se représenter l'horreur, qu'on qualifie parfois d'indicible, c'est de recourir à la fiction. Et de fait, W ou le souvenir d'enfance, c'est un récit double où à la fois Perec essaye de rassembler quelques souvenirs d'enfance épars et en même temps reprend une histoire qu'il a inventée quand il était enfant, l'histoire d'une île W, qui est en fait une allégorie des camps nazis. Et donc c'est l'idée que pour parler d'un événement traumatique qu'on n'a pas connu, il faut passer par la fiction, et en l'occurrence, c'est une dystopie. Alors là où vous touchez un point vraiment important, c'est que, voilà, j'ai à peine esquissé ça tout à l'heure, mais en effet, l'intérêt de la dystopie, c'est qu'elle est à cheval entre les trois temps, en fait, le passé, le présent et l'avenir. Et à mon sens, ça correspond vraiment à un genre qui s'inquiète à la fois des résurgences du passé le plus trouble et qui, en même temps, est très sensible à ce qui se passe au présent, et ce qu'on peut voir dans le présent comme constituant les germes de catastrophes à venir. Et c'est pour ça qu'il me semble que la dystopie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas simplement la projection, l'invention de la fiction d'avenir épouvantable, c'est plus précisément une observation très précise au présent de ce qui peut arriver. En fait, c'est le genre du potentiel. Et c'est pour ça que ça peut avoir en effet une fonction d'alerte, avec l'idée que la dystopie, en fait, présente le grossissement, la radicalisation de certaines tendances. Alors, dans le livre, il y a beaucoup question de littérature, mais pensez à des séries comme Black Mirror, par exemple, où chaque épisode prend comme point de départ une invention, une innovation technologique, et le pousse à l'extrême pour envisager les résultats extrêmement dangereux qu'ils peuvent avoir. Donc il y a à la fois cette vigilance à l'égard du passé. N'oublions pas les leçons du passé pour voir ce qui au présent peut nous conduire dans l'avenir au pire. Bonjour Madame Servoise. Bonjour. Au sein des dystopies de l'enfance se caractérise beaucoup quand même le travail de la mémoire, les enjeux de l'oubli et la confrontation au présent sans réelle représentation du passé. Donc justement, comme vous disiez, toutes ces résurgences, excusez-moi, du passé. C'est notamment dans l'œuvre Peter Pan de Barry où l'on retrouve ce schéma d'amnésie qui atteint les enfants dits oubliés de l'île de Neverland. Ils ne se rappellent plus tout ce à quoi ils ont été confrontés dans le passé. Et on observe également ce phénomène au sein des œuvres du Passeur de l'Aubry, dans Maze Runner de Dashner et bien d'autres dystopies. Alors j'aimerais bien vous demander votre avis sur la question. Peut-on voir les enfances dystopiques comme un avertissement contre l'effacement de l'histoire, en écho aux propos de Mila Nubel, cité dans votre ouvrage, que vous avez supervisé. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. Oui, alors en effet, il y a plusieurs articles. Et il y a notamment l'article qui évoque Peter Pan, l'article de Déborah Lévy-Berthera. Ce qui me donne l'occasion, là j'ouvre juste une petite parenthèse, de dire que les ouvrages dont il est question, en fait, ce sont soit des ouvrages, des textes littéraires qui sont vraiment
classées dans le genre de la dystopie, soit des œuvres comme Peter Pan, qui ne sont pas connues pour être des dystopies, mais qui peuvent présenter certains aspects dystopiques. Donc ça, c'est important. Et en effet, il y a une espèce de fil rouge qui est la question de l'oubli. Alors, là, il y a différentes manières de répondre. En fait, si on rattache le genre dystopique à l'idée d'une mise en forme des esthétiques fictionnelles des régimes totalitaires, on peut faire des liens, en effet, avec cette volonté de tous les régimes autoritaires de faire table rase du passé. C'est ce que je disais tout à l'heure, la volonté de créer une humanité nouvelle qui soit entièrement dédiée aux objectifs politiques et idéologiques qui sont mis en œuvre. Et c'est pour ça, et vous avez énormément de dystopies, et pas seulement qui mettent en scène des enfants, qui montrent l'effacement du passé et la réécriture de l'histoire. Évidemment, vous voyez à quoi je pense, 1984, d'Orwell, le personnage de Winston Smith, est affilié, il travaille au ministère bien nommé de la vérité, et son travail consiste en fait systématiquement à réécrire l'histoire, à effacer les signes du passé qui ne correspondent pas au présent. Donc, en effet, il y a cette volonté d'oubli nécessaire à la survie du nouveau régime. Et les enfants qui sont considérés comme une page blanche, en fait, sont précisément on comprend bien pourquoi tous les efforts sont concentrés sur ces enfants qu'il faut éduquer à part aussi pour que rien ne soit transmis par les générations d'avant. C'est pour ça aussi que dans la plupart des dystopies, et encore plus dans le cas des dystopies pour la jeunesse, les enfants, je pense à Métaux par exemple, d'Yves Grevet, les enfants sont éduqués dans des lieux complètement séparés pour qu'ils n'aient pas de contact avec les adultes, qu'ils ne savent même pas d'où ils viennent, de quelle famille ils sont issus. Et ça, c'est un des éléments récurrents, on va dire, de la narration dystopique. Et puis sinon, vous avez d'autres textes qui montrent les moyens artificiels de provoquer l'oubli. Et là, on pense à Huxley, dans Le meilleur des mondes, où les individus prennent la pilule du soma, qui les enferme dans un présent éternel de bonheur. Et puis, évidemment, vous l'avez dit, Le passeur de Lois Lowry, où l'histoire, en fait, est complètement oubliée et toute l'histoire de la collectivité est portée par un seul individu, qui est le passeur, le gardien de la mémoire. Donc oui, la composante de l'oubli, elle est essentielle dans les dystopies parce qu'elle est nécessaire, en fait, au maintien de ce régime politique autoritaire qu'on trouve dans la plupart des récits dystopiques. Merci. En fait, vous parlez de l'oubli, mais l'oubli peut être considéré comme une forme de violence que l'on fait subir aux personnes dans le cadre des dystopies. Pourquoi retrouve-t-on, à votre avis, pratiquement de façon systématique, de la violence dans les dystopies ? Que ce soit sous forme de châtiment psychique, ou comme l'oubli ou autre, ou par rapport à ces régimes totalitaires qui confrontent dominants et populations dominées. Dans les régimes, une des composantes du régime totalitaire, si on s'en tient aux analyses classiques d'Hannah Arendt, c'est la terreur. Elle définit le régime totalitaire par le monopole idéologique, l'abolition de la sphère entre privé et public, la présence d'un chef charismatique et la création d'un ennemi extérieur, et puis quand on n'a pas d'ennemi extérieur, on s'invente un ennemi intérieur, et puis la terreur. C'est le principe même des régimes totalitaires qui sont mis en place dans les dystopies, c'est de continuer à survivre par la terreur. Donc, les moyens d'exercer la terreur, c'est la violence, qui peut être une violence physique, mais au fond, je dirais que dans les régimes dystopiques
qui sont mis en scène dans un certain nombre de textes ou de séries ou de films, c'est plutôt une violence intériorisée. C'est-à-dire c'est la crainte de la violence. La terreur, c'est ça en fait. C'est qu'on a peur d'être violenté. Et puis, il y a la violence évidemment psychologique, le fait, la privation de liberté individuelle. Et donc cette violence, elle est exercée sur les corps, mais aussi et surtout sur les esprits. Et là, je repense encore à 1984, le début de 1984. On voit le personnage de Winston qui est soumis à un exercice de gymnastique dont il n'a aucune envie. Il est 8h du matin, c'est derrière le télécran, il a la voix d'une coach insupportable qui le regarde et qui lui dit qu'il doit faire des efforts alors qu'il est dans un état absolument pitoyable parce qu'il ne mange pas assez. C'est aussi des régimes de contrition, ces régimes dystopiques. Et donc il y a ça, il y a cette surveillance permanente, la violence sur le corps et le sentiment de ne pas pouvoir échapper à une surveillance constante. Donc c'est pour ça que cette scène du début de 1984, elle me semble bien illustrer en fait toutes les dimensions de la violence. Et si on fait le lien avec l'enfance, l'enfant aussi est victime de violence de manière sans doute encore plus perceptible, et c'est sans doute aussi ce qui peut rendre la lecture parfois plus difficile, c'est qu'il y a une violence physique, mais il y a aussi ce qu'on voit dans la plupart de ces récits qui mettent au centre des enfants, c'est une enfance volée, en fait. Et il y a un article à cet égard qui est assez intéressant sur grandir, jouer dans une dystopie. Qu'est-ce qui reste de l'enfance dans les régimes dystopiques ? Et là, ça rejoint un peu la première question que vous m'aviez posée. Pourquoi l'enfance dans la dystopie ? C'était aussi un des enjeux. C'est à la fois voir ce que fait l'enfance, ce que fait la dystopie à l'enfance. Qu'est-ce que ça fait à l'enfance et à l'enfance, à l'idée même d'enfance, de vivre dans un régime dystopique. Et puis inversement, qu'est-ce que fait l'enfance à la dystopie, au genre lui-même. Justement, sur apprendre, jouer, grandir dans un univers dystopique. Voilà, transition toute trouvée. Il y a donc Esther Lazaret-Léon conclut son exposé sur cette crainte que la dystopie, du coup, plutôt du côté de la réception, laisse à l'enfant la responsabilité de changer le monde, ou même une trop grande responsabilité, donc, et un aveu d'impuissance des adultes. Et donc, pour vous, la dystopie qui serait dédiée aux enfants aurait pas un côté paralysant pour l'enfant, plutôt que peut-être une utopie qui offre une possibilité d'un ailleurs meilleur, contrairement à la dystopie? Oui, alors c'est vrai que c'est notamment le cas dans les dystopies pour la jeunesse, qui par définition mettent en scène des protagonistes jeunes. On peut se poser la question de savoir... Mais c'est le cas aussi pour toutes les fictions qui tournent autour des questions environnementales et écologiques. On se demande s'il n'y a pas une responsabilité trop forte, finalement, qui serait confiée à la jeunesse, puisque dans ces dystopies pour la jeunesse, souvent, non seulement les protagonistes sont des jeunes gens, qui donc vont s'ériger, en fait, contre le système en place. Et souvent, ce système en place, il a été établi par la génération des pères et des mères, donc la génération antérieure. Et donc, on peut lire aussi ces récits comme alors, soit des conflits de génération, soit en tout cas un reproche fait aux générations antérieures de ne pas avoir su empêcher l'arrivée de ce régime autoritaire, soit de l'avoir carrément provoqué. Bon. Et donc, souvent, les enfants tels qu'ils apparaissent dans certains récits dystopiques apparaissent comme des justiciers. Celles et ceux qui vont renverser l'ordre établi et faire valoir un autre monde, et donc peut-être dessiner en effet une utopie ou imaginer un monde meilleur. Donc on peut penser que c'est une responsabilité un peu lourde. Après,
on sait aussi que un des enjeux de la littérature pour la jeunesse, c'est de donner envie au lecteur d'agir et de lui rappeler qu'il a une place dans ce monde et que c'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Donc il y a aussi, je pense, de la part d'un certain nombre d'écrivains et écrivaines de jeunesse, la volonté de mobiliser, alors là c'est mon côté littérature engagée qui parle, mais de réveiller les consciences et de dire, voilà, vous avez les moyens d'agir à votre niveau aussi. Et donc, ces récits dystopiques mettent en scène des jeunes gens qui conquièrent le pouvoir et qui arrivent à faire quelque chose. Après, vous avez, pour être tout à fait exact, des textes qui ne sont pas à destination de la jeunesse, qui peuvent avoir des visions moins idéalistes. Et on voit aussi des jeunes gens qui laissent leurs ailes. Alors, juste, là, je pense à un texte qui ne fait pas partie de Enfance dystopique, tout simplement parce que, alors je ne sais pas s'il avait déjà été publié, mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. C'est « Nous sommes l'étincelle » de Villermoz, qui raconte une utopie portée par des jeunes gens. Alors, ce n'est pas des enfants, c'est plutôt des étudiants. Le rêve d'une utopie, construire une société autre. Il y a des références très nettes à Utopia de Thomas More, et qui finalement ne va pas aboutir. Donc il existe aussi ces textes qui ne sont pas spécialement à destination de la jeunesse, mais qui mettent en scène des jeunes gens qui veulent renverser l'ordre établi, qui se dirigent vers l'utopie, mais parfois ça ne marche pas. Donc en fait, ça dépend vraiment à qui sont adressés aussi ces textes. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a quand même beaucoup d'écrivains pour la jeunesse qui ont cette idée de ne pas démoraliser les jeunes lecteurs. Et donc, les histoires qui se terminent de manière plus tragique, on les trouve davantage dans la littérature pour adolescents ou la littérature générale que vraiment dans la littérature pour la jeunesse ou pour enfants. Les femmes apparaissent comme des martyrs dans la dystopie, dans The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, où elles se font infantiliser et instrumentaliser, ne l'oublions pas. Dans Lord of the Flies, où il n'y a justement aucune fille, mais où l'on peut cependant voir une truie massacrée par les boys, comme signe d'une prédominance masculine. Alors vous, comment est-ce que vous voyez interpréter l'homme, le père, la figure masculine qui se voit attribuer la figure d'un despote, d'une figure totalitaire? Et si on va même plus loin, qu'est-ce que ça nous apprend sur ce male gaze, sur celui de l'œil enfantin à travers La Servante écarlate et Lord of the Flies? Oui, alors là, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que dans les enfances dystopiques, enfin dans les dystopies, il y a quand même l'idée, comme qu'on trouve aussi dans les analyses concernant les régimes autoritaires et totalitaires, l'idée que tout le monde est infantilisé. Donc, il n'y a pas que les femmes. Il y a quand même cette idée que, et c'est presque, c'est notamment Imre Kertész dans Être sans destin, qui est son récit, son roman autobiographique où il raconte sa déportation dans les camps. Ce qu'il raconte, en fait, c'est que cette expérience qu'il a vécue quand il était enfant, c'est au fond une allégorie de ce qu'il a vécu ensuite dans la Hongrie communiste. Et ce qu'il a voulu montrer en mettant en scène un enfant, c'est que dans un régime totalitaire, tout le monde est infantilisé. Après, il y a donc, dans La Servante écarlate, là c'est l'article de Juliette Maurice, auquel vous faites référence, qui en effet montre comment les femmes sont instrumentalisées, puisque je vous rappelle, généralement tout le monde connaît un peu la Servante écarlate avec le livre et la série, mais voilà, on est dans un monde où les femmes et les hommes, en fait c'est les hommes, ne font plus d'enfants, c'est les hommes qui sont stériles.
Et donc, il y a certaines femmes qui fécondent, à qui on attribue le rôle de procréatrice pour la République de Gilead. Donc, les femmes, en effet, sont instrumentalisées, sont infantilisées, etc. Et vous avez beaucoup de récits contemporains dystopiques qui mettent l'accent, en effet, sur le sort spécifique réservé aux femmes. La Servante écarlate n'étant qu'un parmi d'autres, il y a beaucoup d'autres publications qui se sont fait ensuite, qui mettent en scène des dystopies où vraiment un sort spécifique, et encore pire, est réservé aux femmes. Je pense qu'on ne peut pas généraliser, parce que vous avez cette veine-là, la dystopie féministe. Mais vous avez aussi beaucoup de dystopies qui compensent cet asservissement des femmes par la mise en scène de guerrières. Les jeunes filles qui vont entrer en lutte contre le régime autoritaire. Et évidemment, on pense à Hunger Games, on pense à Divergente. Et d'ailleurs, dans Hunger Games, vous avez toute une réflexion très intéressante sur le male gaze, puisque vous vous souvenez que le personnage de Kathleen, qui est mise en scène dans l'émission de télévision, on lui impose des codes extrêmement féminins dans la manière de s'habiller, la manière de se comporter. On veut à tout prix qu'elle ait une histoire d'amour avec son coéquipier. Donc souvent, les dystopies qui mettent en scène des femmes ou des jeunes filles sont l'occasion d'une réflexion sur les inégalités de genre et mettent en avant des figures féminines de femmes fortes. Après, si je ne me trompe pas, dans Hunger Games, vous avez quand même un renversement de situation où l'ancienne alliée, qui devait renverser le régime de Snow, en fait, s'allie. Et elle-même devient elle-même la grande méchante. Il me semble, non ? Donc, il n'y a pas que les méchants, les méchants dictateurs, il y a aussi des dictatrices. Voilà. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est ça aussi le pouvoir de la fiction, c'est pas non plus de figer les rôles. Les femmes peuvent être des femmes puissantes, gentilles ou méchantes. Peut-être que c'est dans Divergente, je confonds. Voilà, merci. C'est pour ça que j'étais pas très sûre de moi, je demandais autour de moi. Oui, c'est dans Divergente où il y a une dictatrice. Donc voilà, donc c'est aussi ça la richesse de la fiction, c'est de sortir des rôles un peu déterminés. Les femmes ne sont pas que des victimes. Elles peuvent être aussi des guerrières, pour le bien, mais pas toujours pour le bien non plus. Voilà. Et je pense que c'est méconnaître la complexité des hommes et des femmes que d'enfermer chacun dans des grandes catégories du bien et du mal. Alors ici, donc l'enfance est vu comme un ethos, un état de la vie. Et donc, on se demandait est-ce qu'il peut être considéré comme le lien entre l'utopie et la dystopie, puisque c'est impossible dans notre monde presque de croire à une utopie et que la dystopie pourrait provoquer une trop grosse angoisse. Et donc, l'enfance aurait la possibilité d'un meilleur, la lumière en quelque sorte de la dystopie. En fait, moi, j'enchaîne avec, à la suite de la question de Jeanne, une question un peu plus littéraire, dans le sens où on parle d'utopie, de dystopie, mais en fait, on voudrait savoir quel lien entretiennent ces notions, ces genres, et surtout, quelle est la différence entre la dystopie et la littérature d'anticipation. C'est des grandes questions, ça. Il me reste combien de temps ? Bon. Alors, peut-être que je vais commencer par répondre à Sarah, parce qu'en effet, le passage dystopie, utopie, qui ensuite me donnera l'occasion de répondre à Jeanne. Donc, alors traditionnellement, on oppose l'utopie et la dystopie, étymologiquement même. On sait que l'utopie, utopia, topos, c'est le lieu, et il y a deux manières de comprendre le préfixe. Soit c'est le privatif, c'est le lieu qui n'existe pas, topos, c'est le lieu de nulle part. Soit c'est le lieu du bien, et c'est le préfixe eu,
qui veut dire bien. Bon. Et la dystopie, donc là c'est un néologisme, plutôt qui est d'abord apparu chez les anglophones, dystopia. Bon, de la même manière que utopie, on sait bien, c'est Thomas More qui a inventé le terme en 1516 avec son ouvrage. Donc la dystopie, c'est le lieu qui dysfonctionne, dys, topos. Donc c'est un lieu qui dysfonctionne, qui ne marche pas. Et dans le langage courant, l'utopie, c'est le contraire. La dystopie, pardon, c'est le contraire de l'utopie, au sens où autant l'utopie, c'est le lieu idéal, la dystopie, mettrait en scène un lieu cauchemardesque. Bon. Si on rentre un peu plus dans le détail, et c'est ce que je propose de faire dans l'introduction, mais bon, je ne suis pas la seule à proposer cette distinction-là, on peut dire que la dystopie, ça n'est pas simplement un lieu cauchemardesque, ça c'est une conception très large, et qui du coup permet d'englober beaucoup d'œuvres et de représentations dans le champ de la dystopie. Mais dans un sens plus strict, on peut dire que la dystopie, c'est pas simplement le contraire d'une utopie, c'est une utopie en sens contraire, c'est-à-dire une utopie qui n'a pas marché. Et l'exemple paradigmatique, c'est celui du meilleur des mondes, qui a été créé, c'est le meilleur des mondes, pour que tout le monde soit au mieux. C'est le cas aussi dans Le Passeur, de Lois Lowry. On a le sentiment d'une société parfaite qui s'avère en fait être une société cauchemardesque qui prive les individus de leur liberté, etc. Donc, il y a un lien vraiment essentiel dans ce sens-là entre l'utopie et la dystopie, si on considère que la dystopie, c'est le rêve d'une société idéale qui a dérapé ou qui a provoqué son contraire, en fait. Après, on peut prendre aussi les choses d'un autre point de vue. Et si on lit avec nos yeux actuels du XXIe siècle, mais même du XXe siècle, les utopies classiques, je nous mets au défi d'avoir envie de vivre dans ces utopies. Je ne suis pas sûre que la société idéale de Thomas More, que la Città del Sole et de Campanella nous fasse vraiment envie. Parce qu'en fait, et ça a été montré par de nombreux chercheurs, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'utopie, la volonté de régulation. Une société idéale, c'est d'abord une société ordonnée, telle que l'ont conçu les premiers penseurs de l'utopie, une société régulée, une société contrôlée, qui s'appuie sur les notions de travail, sur les notions d'égalité. Donc l'utopie, en fait, elle est étroitement tributaire du contexte, je dirais du paradigme, à la fois philosophique, historique, intellectuel, dans lequel il est né. Et donc, avec une certaine conception de l'individu, une certaine conception du rapport à la loi. Il y a beaucoup de juristes. Les premiers, Thomas More, c'était un juriste, un homme de loi. Donc, il y a vraiment une conception de l'utopie marquée par le contexte historique et intellectuel de sa naissance, qui, aujourd'hui, ne correspond plus en fait, à ce qui pourrait nous sembler une société idéale. Et quand on regarde les choses d'un peu près, on voit qu'en fait, beaucoup de dystopies des XXe et du XXIe siècle reprennent les schémas fondateurs de l'utopie, en les actualisant ou en les poussant à des extrêmes. Mais c'est très frappant, et moi, quand j'ai l'occasion de faire un cours sur les dystopies, je donne toujours cet extrait de la Città del Sole et des Campanella, à mettre en lien avec La Servante écarlate, puisqu'il y a vraiment dans le livre de Campanella, donc qui date de la Renaissance, la Città del Sole, c'est la Renaissance, une attention très précise à la manière dont les couples doivent se former, dont la procréation elle-même est prise en charge par l'État. Enfin, dans cette utopie-là, il n'y a pas du tout de sphère privée, c'est l'État qui prend en charge tout ce qu'il y a de plus intime, jusque dans la procréation, la régulation des naissances, etc. Et la cérémonie qu'on voit dans La Servante écarlate, quand la servante doit avoir une relation sexuelle avec le commandant, c'est très très proche de ce que préconise Campanella dans ce qui est considéré comme une utopie.
Donc, en fait, il y a des liens très, très forts entre utopie et dystopie. Alors, je rebondis très rapidement, peut-être, sur le rôle de l'enfant. Alors, c'est une idée, hein. Moi, je suis un peu une incorrigible optimiste. Donc, si on parle de dystopie, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'utopie derrière. Donc, la fin, dans la conclusion, il y a en effet cette idée des lucioles. Hein. Et là, c'est une image assez connue qu'on trouve dans la Divine Comédie de Dante, où il est question des lucioles, hein, qui existent et qui ne sont rien comparé à la splendeur du paradis, mais qui dans l'enfer existent quand même. Et cette idée des lucioles, elle a ensuite été reprise par l'écrivain et intellectuel italien Pasolini, pour dire qu'il fallait quand même avoir encore des raisons d'espérer, et puis par le philosophe Georges Didier Huberman ensuite. Et il me semble que les enfants, dans un certain nombre, hein, on ne va pas radicaliser et généraliser, mais dans un certain nombre de récits dystopiques, peuvent jouer ce rôle de luciole, c'est-à-dire de petite lumière dans un contexte quand même assez sombre, qui ouvre vers la possibilité d'un monde meilleur. Et vous avez beaucoup aussi de récits post-apocalyptiques, hein, qui se terminent sur ça. Je pense au récit bien connu de McCarthy, hein, La Route, où l'enfant est presque une nouvelle figure de Messie, en quelque sorte, qui ouvre un avenir meilleur, ou encore le livre L'homme vertical de David Longo, qui se termine, c'est un roman post-apocalyptique, dystopique, et ça s'ouvre sur une utopie, avec un nouveau monde qui se crée autour de la naissance d'un enfant. Hein. Donc voilà, on peut trouver que c'est une fin sans doute peut-être trop optimiste, mais en même temps pas tant que ça, parce que c'est sur le mode de la luciole. C'est pas la lumière éclatante des jours meilleurs ou du grand soir. C'est un petit espoir qui reste peut-être dans ce monde sombre.